Je n'arrive pas à voir. C'est parce que tu ne m'as pas ouvert que je ne peux pas partager l'écran. Je n'arrive pas à trouver le logiciel pour partager, enfin le logiciel, le petit truc pour partager mon écran. Non, vous n'avez pas un petit bouton vert en dessous du... Non, mais il y a Clément qui vient me démerder. Non. C'est marqué partager, non? Une petite flèche verte. C'est pas ça? Et non, je ne l'ai pas. Je sais pas. Ah, oui, Clément. Viens voir, je n'ai pas mon écran habituel pour partager l'écran. Ok, c'est un petit d'oignon. Vas-y doucement. Ah, celui-là, là. En fait, il fallait faire un grand écran, quoi. Ok. Donc, partager. Il faut faire. Donne-moi là, elle est là. Ok. En fait, il fallait faire le petit écran. Et là, ici, vous pouvez voir. Ok, ben voilà. Merci beaucoup, Clément. C'est bon, là, grand écran, ouais, d'accord. Et là, c'est bon pour faire bon. Tu vois tout? Vous voyez le diaporama? On voit le diaporama. Ah ben alors, si vous avez j'en ai un autre après-midi, tu ne fais pas partie d'un autre truc. J'en ai deux. Merci. Bon, mais quand tu me donnes le feu vert, quand tu veux. On y va? On y va, on y va. On peut attendre, si tu me donnes l'ordre d'attendre une minute, on attend, hein? Pas de souci, je voulais voir avec Monsieur Gandet, parce que normalement, je n'étais pas censé être là pour modérer l'après-midi. Bah, fais gaffe. Juste. Tu veux qu'on attende une seconde? Parce qu'il ne faut pas trop prendre de retard, parce qu'il y a... ça additionne après. Oui, il n'y avait pas de souci. Bon, écoutez, bonjour à tous et bienvenue pour cette formation sur la résistance aux diurétiques qui comportera en fait deux parties. Une consacrée à la gestion optimale des diurétiques au cours de l'insuffisance cardiaque et une plus concentrée à cette résistance aux diurétiques. Alors pourquoi cela? Parce qu'on ne peut parler de résistance aux diurétiques que si on manipule parfaitement bien les diurétiques avant de considérer qu'il y a résistance. Alors, les diurétiques, ce que l'on appelle dans l'insuffisance cardiaque, c'est en fait limitatif, sont les diurétiques, les salidiurétiques, qui comportent en France quasi exclusivement les diurétiques de Lens, que ce soit le furosémide ou le bumétamide, et les anglo-saxons, eux, savent manipuler également les thiazidiques à forte dose, qui utilisent parfois préférentiellement aux diurétiques de Lens et qui donc qui sont incorporés également dans cette famille diurétique. Mais pour nous, en France, en fait, ça consiste aux diurétiques de Lens, essentiellement aux furosémides. Vous voyez qu'ils sont indiqués pour contrôler les signes et les symptômes avec une recommandation de classe 1 dans toutes les formes d'insuffisance cardiaque, qu'elles soient réduites, modérément réduites ou préservées. Donc, quelques bases pour comprendre cette utilisation des diurétiques. D'abord, il faut savoir que le règne de l'insuffisance cardiaque aime réabsorber le sel. C'est pour ça que tout insuffisant cardiaque doit au minimum avoir des règles diététiques pour limiter l'apport sodé. Alors on ne dit plus régime sans sel, mais en fait, il faut que l'apport sodé soit inférieur ou égal à 5 grammes de sel par jour, et que les traitements de base de l'insuffisance cardiaque qui diminuent la mortalité comportent quand même deux classes de diurétiques qui ne sont pas des salidiurétiques, qui sont les inhibiteurs SGLT2, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes. Donc on va sortir les diurétiques de Lens dès qu'il y aura des signes de congestion. Il doit être à ce moment-là, dans la forme du moins réduite, systématiquement associé au bloqueur du système rénine-angiotensine parce qu'il stimule le système rénine-angiotensine. Et à la différence des autres classes thérapeutiques, IEC, sacubitril, valsartan, bêta-bloquant, antagoniste, récepteur minéralocorticoïde, GLT2, il n'y a pas de dose cible, il n'y a pas de dose fixe. La posologie est individuelle et variable en fonction de l'évolution clinique. Au départ, on dit que les minima efficaces, c'est la meilleure, c'est 0. Et à la fin, elle doit être maximale efficace. C'est-à-dire, il faut donner la dose pour qu'il n'y ait plus de signes congestifs. Elle nécessite une séance biologique stricte, notamment de la kaliémie, qui peut être en hypo ou en hyper, et de la natrémie ainsi que de la fonction rénale, qui peut se dégrader si on génère une hypovolémie, mais qui peut se dégrader également dans les états d'hypervolémie. Et puis maintenant, elle peut être pilotée à distance par la surveillance du poids et des symptômes. Alors quand on parle de diurétique de Lens, il faut savoir qu'on ne parle que de 25% du sodium réabsorbé au niveau du néphron. Et vous avez ici le schéma de la réabsorption sodée. 65% se passe au niveau du tubule proximal, qui est maintenant inhibé par les inhibiteurs GLT2,
Et puis, 10% se passe au niveau du tubule contourné distal, 5% dans sa partie proximale, qui est le lieu de l'action des thiazidiques, et 5% dans sa partie distale, qui est le lieu d'action de la spirulactone. Au niveau du tube relecteur, on a des aquarétiques, mais en France, ils ne sont pas commercialisés, ce sont les Vapta. Alors, quand on regarde les recommandations du traitement de base des deux formes d'insuffisance cardiaque réduite ou préservée, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, on constate que les diurétiques ne sont jamais seuls. Les diurétiques de Lens, c'est comme une première ligne de rugby. Ils sont toujours associés à un pilier droit, un pilier gauche, qui sont les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes et les inhibiteurs SGLT2, qui sont obligatoires dans le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite et modérément réduite avec une augmentation de classe 1, et qui font également maintenant partie du traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Ces recommandations 2023, bien que récentes, sont en effet dépassées, puisque certes, il faut utiliser associé au diurétique de Lens un inhibiteur SGLT2 recommandation de classe 1, mais si on en croit les données les plus récentes de la littérature, il faudra également y associer systématiquement un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, puisque dans l'étude Finney-Hartz, la finérénone, qui est un antagoniste certes un peu spécial, non neurohormonal, mais avant tout quand même un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, a fait preuve de son efficacité sur un critère dur, qui était les aggravations pour l'insuffisance cardiaque ou les décès cardiovasculaires, certes porté essentiellement sur la prévention des hospitalisations, alors que ça n'a pas d'impact sur la mortalité, et en fait, ça nous rappelait des données antérieures que l'on connaissait avec la spironolactone, du moins dans le bras, réalisé en Amérique de ce produit. Et si effectivement on fait une méta-analyse de l'essai top 4 avec la spironolactone et de l'essai Finney-Hartz avec la finérénone, dans les choses cardiaques à fraction d'éjection préservée ou réduite, on observe bien une diminution de 13% significative des événements, ce qui fait que les ARM, comme les inhibiteurs SGLT2, font partie maintenant du traitement ubiquitaire de toutes les formes d'insuffisance cardiaque. Et donc les diurétiques de Lens ne seront jamais seuls. Alors ces diurétiques de Lens, il y en a 2 qui sont commercialisés en France. Vous avez ici les différentes posologies. 20 ou 40 mg pour le traitement initial, 500 mg coupé en 2, ça fait 250 mg pour le traitement maximal, avec des doses correspondantes de bubétamide. 1 mg de bubétamide égale 40 mg de furosémide, donc 5 mg de bubétamide, qui a été comprimé également à 5, est égal à un demi-furosémide 500. Et puis les Américains, je vous le dis, mais ce n'est pas l'habitude en France, utilisent les diurétiques thiazidiques jusqu'à des fortes doses de 100 mg qui peuvent initialement, éventuellement remplacer le furosémide, mais nous, ce n'est pas là qu'on va l'utiliser. On l'utilisera dans un second temps, l'hydrochlorothiazide, dans les formes de vraie résistance aux diurétiques de Lens. Alors, dans l'insuffisance cardiaque chronique, comment il faut utiliser les diurétiques de Lens? Bien, il faut avoir ciblé la posologie minima efficace. Donc, on va commencer par une faible posologie, 20 mg à 40 mg de furosémide en fonction des symptômes et des signes congestifs, et on l'augmentera progressivement pour que le malade soit à neuvolémie, et on essaiera d'avoir ensuite le poids sec qu'on va calculer du malade, efficace avec la dose minima de diurétique. Et la meilleure dose minima, c'est 0, puisque maintenant, comme on a toujours 2 autres diurétiques, les inhibiteurs SGLT2, les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, c'est plus facile de réduire les posologies de furosémide, voire de les arrêter qu'auparavant, car il n'y avait pas d'autres diurétiques pour épauler son action. Après les périodes de décompensation, en règle générale, on augmente à une posologie supérieure, et nous, quand on télésurveille les patients, quand il y a un signal d'alerte, une prise de poids de 2 kg en 5 jours ou une aggravation des symptômes, en règle générale, on double la posologie de diurétique de Lens, du moins quand elle est inférieure à 100-120 mg par jour, puis ensuite on la fait régresser avec soit la dose antérieure, soit un peu plus élevée, en fonction de l'évolution des signaux de télésurveillance. Dans l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est encore plus balisé, l'utilisation du diurétique de Lens, puisqu'on a un schéma très simple qui consiste, lors d'une décompensation, si on était vierge de traitement diurétique, de commencer par 20 ou 40 mg de furosémide, cette fois-ci intraveineux, et si on avait été traité antérieurement pour une insuffisance cardiaque chronique, soit de donner la même dose, soit de donner la dose double de la posologie quotidienne par voie intraveineuse. On surveille la diurèse horaire. Si elle est supérieure à 100-150 ml par heure, on répète cette dose au bout de 12 heures, sinon on double cette dose au bout de 12 heures, et on regarde la diurèse horaire. Si la réponse est bonne, on continue ces posologies jusqu'à décongestion, sinon on associe d'autres diurétiques que nous allons voir. Alors, est-ce que ces recommandations qui sont finalement utilisent des faibles doses sont basées sur des données de science? La réponse est oui.
il y a eu 2 études de doses dans l'insuffisance cardiaque aiguë où on a comparé des fortes à des faibles doses de diurétique, on appelle fortes doses, des doses supérieures à 1 mg kilo, donc en régional supérieure à 80. Aux doses standards, eh bien, vous voyez qu'il n'y a aucune différence de mortalité à court et à moyen terme. Pareil, dans cette autre étude, qui a également comparé les 2 formes injectables, soit en perfusion continue, soit en bolus du furosémide, il n'a pas montré de différence en termes de critères durs ou de décongestion rapide. Donc vous faites ce que vous voulez, soit vous utilisez la forme injectable en continu, soit vous la faites en bolus répété. Et donc les associations, qu'est-ce qu'on peut associer en aigu? Si le malade n'a jamais été traité, eh bien, dès qu'il arrive, on peut mettre soit un diurétique proximal sous la forme de l'acétazolamide, qui est un inhibiteur d'intégrase carbonique, ou d'un TGLT2, et éventuellement un diurétique distal sous la forme d'un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes. Et donc, on a des études maintenant, depuis quelques années, avec cette nouvelle forme de traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë. Vous avez ici les résultats d'études ADVOR avec l'acétazolamide intraveineux, 500 mg pendant 3 jours comparé au placebo, et on a obtenu une décongestion plus rapide, effectivement, sous acétazolamide. Pour le moment, il n'y a pas d'indication à cette molécule, et du fait que les TGLT2, qui sont une autre diurétique proximale, maintenant soit généralisée, on ne sait plus trop si cette étude est valable, vu qu'il n'y avait que quelques pourcents de patients qui étaient avec une GLT2, c'est à refaire. Pour les GLT2, qu'est-ce qu'on a comme données? Bon, on avait d'abord cette vieille étude Soloist WHT où on donnait de la sotagliflozine à l'époque chez les patients qui avaient une décompensation cardiaque avant qu'ils ne sortent de l'hôpital. Vous voyez que très tôt, on obtenait une amélioration des événements durs, des essais cardiovasculaires, des associations pour insuffisance cardiaque, mais ce médicament a été interrompu par faute de soutien de l'industrie pharmaceutique, et donc on ne sait pas trop ce qu'il faut en faire. Et on a une autre étude, cette fois-ci avec l'empagliflozine, qui est une étude de niveau inférieur, parce que c'était le win ratio qui s'est révélé positif, mais essentiellement avec des éléments d'amélioration de la qualité de vie, et non pas des critères durs. Enfin quoi, elle s'est révélée positive. Là, on donnait l'empagliflozine quelques jours après l'arrivée, avant la sortie de la décompensation. Et puis, dernière étude, cette fois-ci, vraiment dans l'insuffisance cardiaque aiguë, où on a testé la dapagliflozine à 10 mg versus le placebo le jour même de l'entrée pour décompensation cardiaque, chez 238 patients qui n'étaient pas en choc cardiogénique, qui avaient un DFG supérieur à 25 et une fraction d'éjection basse inférieure à 40%, donc 71% étaient diabétiques. Et donc, on a fait ce match, et il y a eu match nul sur le critère primaire qui était le rapport dose, changement de poids sur les 5 jours, sur dose cumulée diurétique sur les 5 jours. Eh bien, il n'y a pas eu de différence significative, mais en fait, si on regarde les détails, on a certes obtenu la même modification de poids que sous placebo, mais avec beaucoup moins de doses de furosémide. C'est un résultat en soi, parce que moins on utilise de furosémide, on a l'impression qu'au moins on risque d'avoir l'hypovolémie. Vous savez que l'hypervolémie est suivie très souvent par une hypovolémie qui génère une insuffisance rénale fonctionnelle. Et donc, de cette étude, il ressort qu'on peut utiliser l'IGLT2 dès la phase initiale de l'insuffisance cardiaque aiguë. Il n'y a pas d'effet secondaire qui a été rapporté. Et comme de toute façon, il faudra les donner, quelle que soit la fraction d'injection plus tard, on peut les initier le premier jour. Ça permettra de potentialiser, de diminuer les posologies de furosémide. Et puis, on aura dans quelques années cette étude, on n'a pas encore, qui est la même chose, mais avec des critères durs de morbimortalité. On verra si d'initier le traitement par une GLT2 dans les surfaces cardiaques aiguës de nouveau dès l'arrivée du patient a un impact sur les événements durs d'essais cardiovasculaires ou aggravation plus tard de l'insuffisance cardiaque. Donc, quoi qu'il en soit, on a pris maintenant, nous, en tout cas à Toulouse, l'habitude de manipuler les GLT2 dès le premier jour, et ça se passe bien. Alors, vous connaissez les modes d'emploi des GLT2, c'est tous les patients symptomatiques avec un YH supérieur à 2, il n'est pas stipulé qu'il faut les donner en insuffisance cardiaque aiguë ou chronique, donc on peut les donner dès que l'on veut, et c'est un médicament qui est très bien toléré. Il faut avoir un DFG supérieur à 20 pour l'initier, mais si dans le cours du suivi il devient inférieur à 20, vous pouvez le poursuivre, du moins jusqu'à la mise en dialyse. En dialyse, on n'a pas de data. Et vous savez qu'initialement, cette empagliflozine peut diminuer de 5 ml
le débit de filtration glomérulaire du fait de son action intraglomérulaire, mais ce n'est pas une action néphrotoxique, puisqu'au long cours, il est clairement montré par plusieurs études que ce sont des médicaments qui sont néphroprotecteurs. Ce qui fait que nous, quand on reçoit un malade pour une insuffisance cardiaque aiguë, de nouveau, il a le premier jour, après vérification de la fonction rénale et de la kaliémie, la posologie adaptée de furosémide que je vous ai décrit, un inhibiteur SGLT2, 10 mg de dapagliflozine en règle générale, et il a 25 mg de spironolactone. Pourquoi on le met d'emblée? Parce qu'il faudra la mettre toujours, quelles que soient les modalités d'insuffisance cardiaque, préservée ou réduite, je viens de vous le démontrer tout à l'heure, et que ça permettra d'éviter l'hypokaliémie générée par les fortes doses de furosémide et donc les apports potassiques que l'on voit trop souvent encore chez nos patients. Et puis quand le malade se stabilise, si c'est une forme à fraction d'éjection réduite, on introduira les bloqueurs du système rénine-angiotensin, de préférence si la tension artérielle permet, s'active à 130, puis le bêta-bloquant. Et si c'est une insuffisance cardiaque après son injection préservée, bien, on traitera l'étiologie. Venons-en maintenant au fond du problème qui est la résistance aux diurétiques. Donc, les diurétiques ont été bien utilisés, vous avez la posologie de furosémide qu'il faut, et encadrée par 10 mg d'une glyphosine, 25 mg à 50 mg de la spironolactone. Et qu'est-ce que c'est la résistance aux diurétiques? Eh bien, c'est la nécessité d'augmenter progressivement les doses de diurétiques de Lenz pour contrecarrer les signes de rétention hydrosodée, alors que le patient suit son régime sans sel de manière adaptée, inférieur ou égal à 5 grammes par jour, et qu'il est traité de manière optimale avec le traitement de base, que ce soit celui de la préservée ou celui de la réduite. Et on parle en règle générale de résistance aux diurétiques quand la posologie de furosémide féroce est supérieure à 200 mg. C'est une frontière que l'on s'est donnée. C'est une situation qui est fréquente dans les formes avancées de l'insuffisance cardiaque, qui évolue parallèlement à l'aggravation de la maladie et à l'apparition d'une insuffisance rénale. Une insuffisance rénale suit ou précède malheureusement toujours l'insuffisance cardiaque.